Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du docteur Dahas Jahel, directeur général de la clinique Iswani de Tunisie. Docteur, bonsoir. Bonsoir, voilà. Merci. Nous allons y revenir le temps d'annoncer les couleurs du ciel avec la météo qui prévoit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées en cours de nuit sur l'Arewa, Dosso et les régions du fleuve. La météo, c'est dans une présentation de Mahamadou Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par le passage d'un système pluvieux-orageux sur la région des Indes. Cet après-midi encore, quelques foyers orageux ont fait leur apparition là, sur l'Ader et la région de Maradi. Hors de nos frontières, notons la présence de cette vaste zone pluvio-orageuse sur le centre Tchad. Ainsi, nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur l'Arewa et les régions du fleuve. Et pour la matinée de demain, c'est toujours des activités pluvio-orageuses qui sont attendues, cette fois-ci sur le sud Manga et le sud d'Amagaram. Et à l'ouest, c'est un ciel nuageux qui est attendu sur le sud Ader et les régions du fleuve. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Une note nécrologique dans cette édition, nous venons en effet d'apprendre le décès ce jour même 13 septembre 2014 de notre confrère Maïtourari Abdoussaleh, cadre et ancien DG de l'ORTEN à la retraite. La levée du corps civil et l'enterrement est prévu demain après-midi. Que son âme repose en paix. Amen. Dans les perspectives de la rentrée scolaire 2014-2015 qui se prépare à tous les niveaux, les autorités de la 7e République multiplient les rencontres avec les partenaires de l'école. Ces rencontres entamées depuis jeudi visent à apaiser le climat et réussir la nouvelle année scolaire 2014-2015. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Brigitte Raffini a rencontré en présence des ministres en charge des différents niveaux de l'enseignement l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants qui est venue présenter son nouveau bureau et ses doléances. Momonika Doye Rabiou pour plus de précision. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a rencontré ce matin l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants en présence des ministres en charge de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Occasion pour le chef du gouvernement de se réjouir de cette rencontre avec le nouveau bureau de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants. L'association s'est montrée reconnaissante envers les autorités nigériennes qui n'ont ménagé aucun effort de la tenue et la réussite du congrès de la dite association. Aujourd'hui, vraiment, c'est un sentiment de joie et de sérénité qui nous anime, parce qu'en réalité, dans le temps, notre association a connu des guerres internes. Et maintenant, grâce à la contribution du Premier ministre, vraiment bon, il a rendu l'impossible au possible. Et voilà pourquoi, en réalité, j'ai dit que c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui d'être à ses côtés pour discuter de comment nous allons mener pour que nos enfants puissent aujourd'hui arriver à bon port dans le cadre de leurs études. Par la même occasion, le vice-président de l'association a rappelé qu'à partir du congrès tenu à Agadez en mai dernier, l'ANPEE a pris un nouveau visage tant au niveau du bureau exécutif que dans les bureaux régionaux. La révalorisation de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants aura pour conséquence incontestable la diminution des problèmes tant scolaires que syndicalistes. En effet, le présent bureau est composé de cadres capables de discuter avec les scolaires et les syndicalistes, tant au niveau du Niamey qu'à l'intérieur du pays. Nous sollicitons auprès de votre Excellence de mettre à la disposition de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants des moyens suffisants en rehaussant de manière substantielle la subvention étatique pour entreprendre une véritable campagne de sensibilisation et d'information afin d'impliquer davantage les parents d'élèves qui prendront conscience du véritable rôle qui est le leur. Nous saisissons cette occasion pour vous soumettre, sous votre haute appréciation, le budget prévisionnel du fonctionnement de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants.
Dans le même ordre d'idées, pour la révalorisation de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, lui attribuer un siège définitif ne serait pas un luxe, bien au contraire. Ainsi, les ministres en charge de l'enseignement ont félicité le nouveau bureau tout en les prodiguant des sages conseils. Et puis notez le départ hier soir pour la Mecque des pèlerins nigériens pour le Hajj 2014. C'est un groupe de 350 pèlerins nigériens qui constitue ce premier vol des pèlerins. Le ministre de l'Intérieur, représentant le Premier ministre, a assisté à ce premier vol pour le Hajj 2014. Le point avec Jouari Isiaka et Isaka Issa. Le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumara avait annoncé ses premiers vols pour le vendredi 12 septembre. Eh bien, c'est fait. À 22h05 précisément, un groupe de 350 pèlerins nigériens a décollé pour la Mecque. C'est une compagnie saoudienne dénommée FlyNice qui assure cette liaison. Mais avant l'embarquement et le décollage, les autorités de la 7e République ont assisté à ce moment très important pour les pèlerins. Le ministre de l'Intérieur, représentant ces autorités, était aux côtés de ces pèlerins. Je me réjouis de voir que depuis que la COHO a été mise en place, nous sommes sortis des angoisses des années précédentes. L'organisation est impeccable et le démarrage, le défi logistique est levé. Et nous pensons que, comme l'année dernière, les choses se passeront bien à l'aller comme au retour. Nous souhaitons donc bon Hajj à l'ensemble des pèlerins. Nous souhaitons que tout se passe bien là-bas au lieu saint. Et nous souhaitons bon courage à tous ceux qui ont permis et qui organisent aujourd'hui ce pèlerinage-là. Pour les organisateurs, c'est un motif de satisfaction malgré les difficultés rencontrées dans l'organisation de ces Hajj. Tout le monde va partir. D'autant plus Koho a tout organisé, les 15 000 pèlerins là, tous vont partir comme il y a eu des changements. Et on veut tout informatiser et tout début est difficile. Mais quand même tout va bien, Inch'Allah. Dans 2 semaines, tous les pèlerins nigériens enregistrés au Koho donc vont partir, Inch'Allah. Il ne reste qu'à leur souhaiter bon Hajj et qu'Allah exauce leurs prières. 11 septembre dernier, s'est tenu à N'Djamena, la capitale tchadienne, le premier salon international des technologies de l'information et la communication CETIC, dont le thème éthique moteur de développement durable. Le coup d'envoi a été donné par le président de la République tchadienne, Idriss Déby Itno, en présence de ses homologues de la République fédérale du Nigeria, de la République islamique de Mauritanie et d'éminentes personnalités experts venus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Le point de cette première édition du CETIC avec nos envoyés spéciaux, Moussa Le palais du 15 janvier de N'Djamena, la capitale tchadienne, a brillé du mardi au jeudi dernier au rythme du Salon international des technologies de l'information et de la communication CETIC. La cérémonie d'ouverture de cette ingénieuse initiative du chef d'État tchadien Idriss Déby Itno s'est déroulée en présence des chefs d'État de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Ebele Jonathan, de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, et d'éminentes personnalités et d'experts venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Pour le président tchadien, ce premier salon est une opportunité pour la jeunesse africaine en général et tchadienne en particulier pour faire des TIC, le moteur du développement durable, thème de cette première édition. L'un des temps forts de ce salon d'éthique, c'est la pose de la première pierre du Centre africain des technologies de l'information, CATI, présidé par le chef d'État tchadien Idriss Déby Itno. Je voudrais ici préciser que cet important projet de CATI est dédié aux jeunes Africains pour les jeunes Africains, en vue de promouvoir l'invention, l'innovation et la production dans le domaine des TIC et de l'audiovisuel. Pour cela, les jeunes entrepreneurs africains installés dans l'incubateur du CADI bénéficieront des mesures d'appui technique et logistique ainsi que des mesures de facilitation politique, fiscale, douanière, bancaire et diplomatique. D'une hauteur de 31 niveaux érigés sur une surface de 30 000 mètres carrés, ce monument a un coût global de 60 milliards de francs CFA. Un véritable site architectural moderne qui fera du Tchad un hub dans le domaine des TIC en Afrique. C'est
une vision, qui est celui de dire à l'Afrique, il y a de l'espace pour la jeunesse, et c'est à cette jeunesse africaine d'attraper la balle au bon et de saisir cette perche qui est tendue par le Tchad et de faire en sorte que tout ce que nous faisons puisse être mieux regardé par nos aînés. Et en fait, c'est un exemple. Ce salon a marqué l'image du Tchad parce que au niveau des débats, les panélistes nous ont fait comprendre qu'ils ont la même vision que le président tchadien. Et c'est cette vision qu'avait eue auparavant notre président de la République, à la personne de Mahamadou Issoufou, en donnant le coup de pioche pour le backbone national et les différents points d'interconnexion entre les pays. Nous sommes aussi en avance sur le développement des TIC. Ce que je recommande, au vu de ce que j'ai entendu dans ce salon, c'est qu'au Niger, nous devons aussi mettre l'accent sur le développement TIC interne. La création du centre africain des technologies d'information et de la communication en N'Djamena, c'est un signal fort envoyé aux autres États membres. Nous les demandons surtout de saisir cette opportunité pour envoyer les jeunes pour venir échanger, pour venir étudier les technologies d'information et de la communication au Tchad. Des expositions de produits innovants dans divers domaines par les jeunes ont été également au centre de ce salon. La clôture de ce salon a été marquée par la remise de prix aux jeunes innovateurs Toumaï 2014. Le premier prix d'une valeur de 20 millions de francs CFA a été remporté par une jeune Kenyane. Une initiative qui encourage la jeunesse à innover et participer dans le même temps au développement de l'Afrique. La fuite du président de l'Assemblée nationale concerné par l'instruction de la perte des BP importés continue d'alimenter les livraisons de la presse internationale. C'est le cas ce matin, la chronique dénommée La Semaine de Jean-Baptiste Plaka sur RFI. Selon Plaka, le véritable risque pour Hamamadou est d'en venir à discréditer la démocratie et la justice du Niger, un pays qu'il aspire à gouverner. Il est interrogé par Christine Murati. Jean-Baptiste Plaka, bonjour. Bonjour Christine Muraté. Hamamadou, parti de Niamey sans laisser d'adresse, aurait-il renoncé au combat? Son départ du pays le contraint à devoir se justifier sans cesse depuis ces derniers jours. Il accuse explicitement le président Mahamadou Issoufou d'avoir ourdi contre sa personne un monumental complot pour le débarquer du perchoir dans le but ultime de l'emprisonner et même d'attenter à sa vie pour ne pas avoir à l'affronter lors de la présidentielle de 2016. Alors pour vous, Jean-Baptiste, tout cela revient à jeter le discrédit sur les institutions du Niger, sur la démocratie nigérienne elle-même? Dans cette posture défensive, la tentation peut être grande pour sauver sa peau, comme il dit, de chercher à non seulement discréditer ses adversaires politiques, mais aussi cette justice nigérienne qui a si souvent fait preuve ces dernières années d'un courage plutôt rare dans la sous-région et qui a même rendu en 2012 une ordonnance de non-lieu en sa faveur dans ce qui était alors présenté comme un lourd dossier de délinquance financière rassemblé contre lui par Tandja Mamadou. Au cours des 2 dernières décennies, faut-il le rappeler, l'homme dont il est question ici a été 2 fois Premier ministre pendant pratiquement 8 ans et mettre en doute l'intégrité de la justice quand les procédures initiées par celle-ci ne vous conviennent pas ou lorsque les décisions qu'elle prononce ne vous sont pas favorables conforte rarement l'image d'un homme d'État. Mais la véritable question n'est-elle pas au fond de savoir si le président de l'Assemblée nationale du Niger et son épouse sont concernés ou pas, s'ils ont ou non bénéficié directement de ce qui apparaît comme un trafic de nouveau-nés en provenance du Nigeria? Absolument, et question subsidiaire, si Hamamadou est concerné par cette affaire, peut-on considérer que le pouvoir a pu instrumentaliser la justice pour lui nuire? Il se trouve que l'intéressé lui-même, au nom de l'islam, semble refuser le test ADN, pourtant la seule investigation scientifique susceptible de les laver, son épouse et lui, de tout soupçon. Un point sur lequel il a certainement raison, c'est que le pouvoir a dû laisser faire la justice et pourrait lui rétorquer qu'il ne fait que prêter ses propres mesquineries à ses adversaires. Mais Hamamadou parle d'empoisonnement, laisse penser que Mahamadou Issoufou craint sa candidature au point de vouloir le liquider physiquement. C'est pas une accusation banale, ça.
Ce n'est hélas pas la première fois qu'il crie ainsi au complot. Il faut par ailleurs voir sur quel sondage se basent ses prédictions pour penser qu'il fera, lors de la prochaine présidentielle, mieux que troisième, ce qu'il a fait en 2011 avec un honorable 19% des voix contre 36 pour Mahamadou Issoufou, à qui il s'était rallié au second tour. Il semble encore un peu tôt pour spéculer sur le choix des Nigériens en 2016. Et la réalité est peut-être un peu plus simple que cela. À Mahamadou, ses alliés, ils ont défait d'une partie de ses troupes et n'ont plus besoin de lui pour avoir une majorité. Jean-Baptiste Placa, merci. Dans la région d'Agadez, l'association des éleveurs Timaras a organisé hier dans les falaises de Tigdit la première édition de la course régionale de chameaux. Le président du Conseil supérieur de la communication en mission de la région a honoré de sa présence l'événement aux côtés du gouverneur de la région, Détail Hachim Mohamed et Ibrahim Marikou. C'est la plaine verdoyante d'Absar, dans la falaise de Tigidit, commune rurale d'Aderbistanat, située à 45 km au sud de la ville d'Agadez, sur la route des Enders, qui abritait hier les manifestations culturelles de valorisation des chameaux. L'événement, à l'allure d'une fête grandiose, dénote l'abondance des pâturages et les eaux de surface dans la région d'Agadez en faveur de la bonne saison de pluie 2014, mais aussi l'illustration du retour de la paix au nord du Niger. Les participants venus de plusieurs communes de la région, à bord de véhicules 4x4 et même à moto, ont dû passer la nuit à la Belle Étoile pour ne pas rater le coup d'envoi de cette course des chameaux. En effet, près de 200 dromadaires bien dressés ont été lancés respectivement à 10 et 15 km de la tribune érigée pour la circonstance. Les passionnés de cette sport roi milieu nomade ont escorté de bout en bout la course. Pendant ce temps, une foule compacte et enthousiaste attendait l'arrivée des premiers chameaux encadrés par les membres du comité d'organisation et les éléments de la garde nationale. Tout s'est déroulé dans l'ordre et la joie. Plusieurs discours ont salué l'événement. Après la bienvenue des autorités administratives et municipales d'Aderbistanat, le président du conseil régional d'Agadez, Mohamed Anako, s'est fortement réjoui de la tenue de cette manifestation culturelle et souhaitait qu'elle soit érigée à la longue en festival d'État de reste. De son côté, le gouverneur de la région d'Agadez, il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Birgit Rafeni, aux participants à la fête de Timras première édition. Le colonel-major Garba Mekido a saisi cette opportunité pour rappeler les actions du gouvernement en direction du monde pastoral de sa région lors de la dernière soudure et exhorter les éleveurs de se rendre massivement à la cure salée, la fête des éleveurs qui se tiendra justement égale dans une semaine. Aussi, au nombre de personnalités ayant honoré de leur présence cette cérémonie, ont remarqué la présence du président du Conseil supérieur de la communication, Abdurrahman Ousmane, en mission de travail dans la région d'Agadez, l'honorable sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou, le chef de groupement Touareg Kelferwan Abou Hamid Zohor, le président de l'association Timaras, Maouli Abdurrahman, a placé de son côté cette fête sous les signes de la préservation de nos valeurs culturelles avec comme centre d'intérêt les chameaux face aux effets pervers de la mondialisation. A noter que cette fête s'est achevée sur une note de satisfaction générale avec la remise par les officiels de 25 prix. Les 3 premiers lauréats de chaque discipline ont été gratifiés avec des animaux sur pied, notamment des chamelles et des vaches d'une valeur de 4,5 millions. Restons avec le président du Conseil supérieur de la communication qui est arrivé hier à Zender où il a visité les stations de radio et télévision publiques et privées, Sananatahi et Fajipoukar, pour plus de précision. Accueilli à l'aéroport par le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdurrahman Ousmane, a rendu une visite de courtoisie au sultan de Damagaram, Alhaji Aboubakar Sanda, avant d'aller s'inquiéter des conditions de travail des promoteurs, journalistes et animateurs des médias publics et privés de Zender. Il a constaté que la plupart des médias privés végètent dans la précarité avec des locaux exigus, non adaptés et souffrent également de manque ou insuffisance de matériel technique et de personnel qualifié, d'où des difficultés liées au respect des règles d'éthique et de déontologie par certains de ces médias. Dans une interview qu'il a accordée en direct aux animateurs de la station régionale ORTN de Zender, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdurrahman Ousmane, a rappelé la mission de cette institution républicaine. Le CSC, qui est un organe régulateur chargé d'assurer l'accès équitable aux médias par les citoyens, qui est un droit reconnu par nos textes fondamentaux. Une des missions
dévolu aux médias publics, c'est l'accès équitable des partis politiques, des associations, des syndicats et des citoyens à leurs antennes. Et le Conseil supérieur de la communication a entre autres pour mission de veiller à ce que cet accès-là soit équitable. Et dans ce sens, nous avons adopté une délibération que vous allez trouver dans le kit juridique qui sera mis à votre disposition et qui fixe les modalités à travers lesquelles les différents partis politiques vont bénéficier de cet accès équitable. Et il vous appartient donc de veiller à mettre en application ces dispositions-là afin justement d'éviter que l'accès aux médias soit comme par le passé des sources d'exacerbation des tensions politiques. Il faut veiller à ce que tous les partis qui respectent, bien sûr, respectent la procédure, puissent avoir accès dans les conditions prévues. Pour y parvenir, a-t-il fait entendre les capacités opérationnelles des médias et les compétences des agents seront renforcées pour ainsi améliorer l'environnement médiatique de notre pays. Le président du Conseil supérieur de la communication, Abdrahmane Ousmane, qui séjourne depuis hier à Zender, a présidé ce matin une rencontre d'échange avec les journalistes sur la promotion de la paix, le respect de l'éthique et de la déontologie. Le compte rendu avec Sandana Tahi et Faji Bokar. Cette rencontre a été consacrée à l'échange entre le président du Conseil supérieur de la communication, sa délégation, les promoteurs et journalistes des médias publics et privés sur leur contribution dans la promotion de la paix et de la quiétude sociale au sein des communautés. C'est du reste une des principales missions des organes de presse selon le secrétaire général adjoint de la région de Zender, Issa Moussa, en citant l'importance de cette réunion. Procédant à l'ouverture de ces travaux, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdrahmane Ousmane, a rappelé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Revalorisation de vivre ensemble, CARE international SOS Civisme dans sa composante amélioration de l'environnement professionnel des médias exécuté par son institution. L'objectif global visé par la composante est de contribuer à la consolidation de la paix et de la quiétude sociale à travers une régulation indépendante, transparente et efficace des médias, ainsi qu'une pratique journalistique respectueuse des règles éthiques et déontologiques. Les objectifs spécifiques poursuivis sont renforcer les capacités opérationnelles du Conseil supérieur de la communication à travers l'élaboration d'outils de planification, la mise en place des relais régionaux du CSC, la mise en place également d'un dispositif de monitoring performant et moderne, le renforcement des capacités des membres du Conseil supérieur de la communication et du personnel administratif et technique de notre institution, la révision et la vulgarisation des textes régissant les médias et la communication et l'organisation des rencontres périodiques avec les promoteurs des médias et les journalistes. Un des objectifs poursuivis, c'est aussi d'améliorer l'environnement professionnel des médias. Il a ensuite invité les journalistes à s'investir pleinement dans le cadre de cette mission de la promotion de la culture de la paix, surtout dans le contexte de Zender, région frontalière à l'un des pays menacés par des groupes de violence ou Boko Haram, conjugué au phénomène de la migration clandestine qui a déjà fait 92 morts. Abdrahmane Ousmane a enfin annoncé aux participants l'installation très bientôt de relais du Conseil supérieur de la communication dans toutes les 7 régions du pays, à commencer par Difa, Zender et Maradi. Retour à Niamey où le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maïdaj Alambay, a visité hier 2 directions et un centre relevant de son département ministériel. Il s'agit de la Direction générale de la protection des végétaux, de la Direction générale de l'agriculture et du Centre national de lutte anti-acridienne pour s'enquérir de leur fonctionnement. Taïra Hassan, Ouma Jamila Mondachimo. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a à l'entame de cette sortie visité la Direction générale de la protection des végétaux.
Une direction qui a pour mission la protection phytosanitaire du territoire national à travers la défense des cultures et des denrées stockées contre les prédateurs, le contrôle des pesticides, des végétaux et des produits végétaux à l'importation, à l'exportation et en transit. Cette direction compte au total 116 agents, dont 62 au niveau central. Il s'est ensuite rendu au Centre national de lutte anti-acridienne. Ce centre a quant à lui une mission de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin sur toute l'étendue du territoire national. Il fonctionne sous financement de l'État et des partenaires et compte 52 agents. Ce fut enfin à la Direction générale de l'agriculture de recevoir cette visite ministérielle. Pleinement impliquée dans la réalisation de l'initiative 3N, cette direction assure la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'agriculture. Partout où il s'est rendu, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a reçu d'amples explications sur le fonctionnement des services. J'ai cru nécessaire de consacrer ma première sortie à la Direction générale de la protection des végétaux. Cette période, on le sait, est celle où les ennemis de culture, surtout dans certaines zones de notre pays, font leur apparition. Nous avons été informés que des équipes armées de moyens conséquents mises à leur disposition par l'État sont à pied d'œuvre sur le terrain et mènent la lutte contre ces ravageurs. Plusieurs zones ont déjà été traitées, d'autres sont en voie de l'être. J'ai pris connaissance aussi des résultats d'une recherche menée dans son laboratoire par une équipe dynamique. Recherche qui a abouti à trouver le remède de la chenille mineuse du mil. Plusieurs zones du pays en bénéficient déjà. Au niveau de la Direction générale du Centre national de lutte anti-acridienne, j'ai également trouvé une équipe mobilisée. Plusieurs équipes sont sur le terrain, en permanence, en prospection, au niveau du sud de Tamesna et dans le nord Aïr. Notre dernière visite a été consacrée à la Direction générale de l'agriculture. Nous avons noté, en ce qui concerne la campagne hivernale, que des semences et des engrais, notamment, ont été mis à la disposition des producteurs. De toutes les difficultés relevées, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a promis de faire un examen minutieux pour en trouver des solutions.